Le verdict d'Outreau après 2 mois d'un procès hors du commun, 7 acquittements mais 6 condamnations malgré les protestations d'innocence et des preuves fragiles. Un verdict qui n'efface ni les doutes ni l'incompréhension. Le ministre de la Justice exprime ses regrets à ceux qui ont souffert inutilement. Le départ sur la route des vacances, une journée classée orange, rouge demain dans l'Est, 600 000 voyageurs attendus dans les gares parisiennes et 2 millions pour tout le week-end. L'heure de vérité pour les bacheliers, plus de 300 000 élèves qui ont découvert s'ils étaient admis, recalés ou rattrapés à l'oral. Dans ce cas, on se remet immédiatement au travail. Rendez-vous lundi pour les prochaines épreuves. Le Tour de France 2004 partira de Liège demain, parcours qui s'achèvera le 25 juillet sur les Champs-Élysées à Paris. Pour cette 91e édition, on retiendra comme point d'orgue un contre-la-montre à l'Alpe d'Huez. La disparition de Marlon Brando, il avait 80 ans, monstre sacré du cinéma inoubliable. Dans un tramway nommé Désir, dans Le Parrain ou encore sur les quais, Marlon Brando avait reçu toutes les récompenses, une carrière tumultueuse, une personnalité hors du commun. Madame, Monsieur, bonsoir. Après 15 heures de délibération et 900 questions soumises aux jurés de la Cour d'assises du Pas-de-Calais, le procès d'Outreau s'est achevé sur un verdict qui n'a levé ni le doute ni la confusion. 7 acquittements, comme l'avait réclamé le parquet, et 10 condamnations, dont 6 concernent des personnes qui ont clamé tout au long de l'affaire leur innocence et contre lesquelles les preuves demeurent fragiles. Un verdict accueilli la nuit dernière par de la colère, des larmes et du soulagement. Agnès Gardet, Frédéric Vian, Vincent Kellner. C'est le sourire éblouissant d'une femme libre et blanchie après 3 ans d'injures. Je souris, je pleure. Là, j'ai un énorme poids qui est parti, quoi. Je respire, c'est un soulagement énorme. Et là, les larmes d'une mère de famille brisée après avoir été longtemps accusée du pire, le viol d'enfant. À cet instant, la Cour vient de prononcer son acquittement. Parce qu'on l'attend, ce moment, on l'attend sans cesse. On se dit un jour ça va tomber, un jour ça va venir, un jour on va l'entendre. Et puis quand on l'entend, on se dit c'est vrai, je l'ai entendu, c'est pas vrai. Donc. Une grosse pensée pour mon fils. Et s'il peut me voir, s'il a l'occasion de me voir, je veux qu'il sache que papa et maman vont venir vite le rechercher. L'huissier, lui, quitte le palais, assommé. Il vient d'être condamné à 18 mois de prison avec sursis pour attouchement sur son fils. Il a tenté de se suicider ce matin, ses jours ne sont pas comptés. Entre joie et défaite, étrange verdict en effet, en demi-teinte, comme pour la famille Legrand, où le père est acquitté, mais pas le fils. C'est un homme qui a travaillé toute sa vie. Puis enfin, on lui a rendu son honneur, toute sa dignité. Maintenant, moi, ça n'a pas été fait, voilà quoi. 7 acquittements, 10 condamnations, 15 à 20 ans de prison pour les principaux accusés, de 18 mois avec sursis à 7 ans pour les autres. L'abbé Vielle, le curé du quartier, Franck Lavier, condamné pour le viol de sa belle-fille. Il a toujours nié les faits. Injustice, crie sa mère. Moi qui croyais à la justice, je vais vous dire que la justice c'est une merde. Et jamais plus de ma vie je croirais à la justice, jamais plus. Pardon. Il fallait quelque chose de fort, il fallait quelque chose de clair, il fallait quelque chose qui vraiment tranche le procès d'Outreau. Du côté des avocats des victimes, 17 enfants au total, on a une autre lecture du verdict. Pour les enfants, nous estimons qu'au terme de ces 2 mois de procès, nous avons non pas remporté un succès, par contre on ne gagne pas sur ce terrain-là, mais nous avons été reconnus dans notre statut de victime et c'était essentiel. 13 des 17 accusés ont clamé leur innocence jusqu'au bout. 6 d'entre eux n'ont pas été entendus. Certains avocats de la défense ont déjà annoncé leur intention de faire appel. Parmi les condamnés qui espéraient être innocentés, le plus lourdement frappé, ce prêtre ouvrier, 7 ans de prison, 4 seulement avaient été requis par le parquet. Aurélia Guillemin, Vincent Ferreira. La bagarre va continuer, de toute façon. Ils ont repris leur action dès les premières heures de la journée. Au lendemain d'un verdict qu'ils ne comprennent pas, les membres du comité de soutien de l'abbé Vielle appellent par dizaines. Ils me disent tous qu'il faut continuer, il faut se réorganiser, on ne peut pas laisser faire ça, c'est sans arrêt le téléphone. Alors, vous voyez, Allô? La remobilisation après le choc d'hier soir. Oh, c'est pas vrai. Oh, c'est une horreur. Celui qu'ils soutiennent depuis la première heure, le prêtre ouvrier de l'affaire d'Outreau, a été reconnu coupable de 3 viols et 2 agressions sexuelles. Pour lui, 7 ans de prison. La France entière doit se révolter. Elle n'a pas du tout. Déception cruelle après l'espoir du 27 mai dernier. Pas maigri, Disculpé par sa principale accusatrice, Dominique Vielle avait été libéré.
Mais les jurés, eux, n'ont pas cru à l'innocence du voisin le plus proche du couple Badaoui de Lay, celui aussi que certains enfants n'ont cessé d'accuser. Il fallait aller jusqu'au bout. À partir du moment où l'on considérait que la parole des enfants n'était plus fiable pour certains, il ne restait plus rien, pas plus pour Dominique Viel que pour les autres. Dominique Viel, réincarcéré très tôt ce matin à la prison de Longuenesse, a d'ores et déjà décidé de faire appel. Et on imagine l'extrême soulagement de ceux qui ont été lavés de toute accusation. Ces hommes et ces femmes vont tenter de retrouver une vie normale et de récupérer au plus vite leurs enfants placés depuis le début de l'affaire. Agnès Gardet, Frédéric Vian. Elle a le vertige, Odile Maréco. La tête lui tourne comme ivre de soulagement. Elle vient d'être acquittée. Le mot claque encore. Même encore maintenant, là, j'ai pas l'impression que ça y est, quoi, que c'est fait. Allez, mon Lolo, on va retrouver nos petits. À 37 ans, tout est à refaire et à oublier. Les accusations de viol d'enfants, les 6 mois de prison, pour rien. Pour rien, Pierre Martel a lui aussi passé des mois derrière les barreaux. 30 mois. Et aujourd'hui, même libre, même blanchi, le chauffeur de taxi n'est pas prêt de vaincre sa peur, comme si le cauchemar pouvait recommencer, à tout moment, juste en croisant le regard d'un enfant, comme il y a 3 semaines, dans un supermarché. Habituellement, je me serais retourné en lui disant, fais attention mon petit bonhomme, tu vas perdre tes parents, ou tu... Et là, je me suis surpris à... Il s'est sauvé. Il s'est sauvé, il a eu peur. Il a eu peur de cet enfant. Karine Duchauchois, 27 ans, elle aussi accusée de pédophilie, vient de retrouver son honneur, mais pas encore son petit garçon. Il est placé depuis 3 ans, depuis que l'affaire a éclaté. J'ai l'impression de plus connaître, j'ai vraiment raté quelque chose. Il va falloir qu'on réapprenne tout ça tous les deux, quoi, qu'on apprenne à se connaître tous les deux. Parce qu'il était petit quand on s'est quittés, donc on va avoir du travail quand même tous les deux. Mais bon, avec beaucoup d'amour, je pense que ça devrait bien se passer. Karine Duchauchois a rendez-vous mardi avec le juge des enfants pour que le placement en famille d'accueil prenne fin, pour qu'une mère, au-dessus de tout soupçon, retrouve son fils. La chose est rare, elle mérite d'être soulignée. Le ministre de la Justice lui-même a exprimé ses regrets ce matin. Je vous propose d'écouter Dominique Perben qui tenait une conférence de presse. Il a commencé par s'adresser à ceux qui ont souffert, ceux qui ont fait de la prison pour rien. Nous l'écoutons. Je dis à celles et ceux qui ont été emprisonnés pendant parfois plusieurs mois toute ma compassion et tous les regrets, car cela ne doit pas se reproduire. Et c'est à la souffrance de ces personnes que je pense, mais je pense aussi à la souffrance des enfants qui auront bien du mal à se reconstruire. Et le procès d'Outreau restera tristement célèbre dans l'histoire judiciaire pour ses errances, pour ses rebondissements, 2 mois de coups de théâtre qui ont fait dire à certains qu'il s'agissait d'un fiasco judiciaire. Yasmina Farber, Didier Dahan. 17 accusés, 18 enfants victimes. Au premier jour, c'est le procès spectaculaire du réseau pédophile d'Outreau. Myriam Badaoui et son époux Thierry Delay reconnaissent les viols, ainsi qu'un couple de voisins. Mais Myriam Badaoui accuse 13 autres personnes, des femmes et des hommes qui clament leur innocence. Après 2 semaines de procès, coup de théâtre, Myriam Badaoui s'excuse, je suis une menteuse, l'accusation s'écroule. Je vais pouvoir retrouver mon petit garçon, ça fait 3 ans qu'on me l'a pris. Et j'avais rien fait, j'ai toujours dit que j'avais rien fait. Un fiasco judiciaire, s'indigne la presse et les avocats des accusés. Tous dénoncent l'entêtement du juge d'instruction. Les premiers mots du juge d'instruction ont été l'affaire du siècle. Vous avouez ou vous me faites perdre mon temps. À 29 ans, c'était le premier gros dossier de Fabrice Burgot. Venu témoigner sous bonne escorte, le juge ne renie rien. Il a fait son travail de technicien. D'autres magistrats montrent plus d'humilité. Ces dossiers de pédophilie sont très délicats. Quand on n'a pas d'éléments matériels, quand on n'a pas d'aveu, et qu'on doit se rabattre sur le dire de l'enfant, même entouré de beaucoup de psychiatres qui viennent dire oui, c'est crédible, c'est pas suggestif.
On est très mal à l'aise. On est très mal à l'aise, mais il faut quand même faire le travail. Le juge avait fait confiance aux experts psychiatres. Selon eux, les enfants étaient crédibles. Crédibilité ne veut pas dire vérité judiciaire, ont-ils expliqué. Une subtilité de langage, une des leçons de ce procès. L'expertise psychiatrique et psychologique est aujourd'hui démystifiée. Les juges savent qu'ils ne peuvent pas tout attendre des experts, fussent-ils les meilleurs. Là, les mois de prison, la vie gâchée, je peux vous dire que ça... ça, je pourrais jamais l'effacer. Des innocents en prison, un drame humain qui inquiète les défenseurs des enfants victimes. Ils craignent qu'on ne les écoute plus. On ne peut pas, quand on est des professionnels, considérer que tout va changer à cause de cette affaire Outreau et que la parole des enfants, on ne pourra plus du tout en tenir compte de la même façon. L'affaire du réseau pédophile impliquant des notables est devenue le sordide procès d'inceste intrafamilial, un dérapage qualifié par un avocat de la défense d'hystérie collective. Plusieurs accusés ont décidé ce soir de faire appel. Il y aura donc un nouveau procès. Reste cette impression de flou, de doute, d'incompréhension, Dominique Verdailles. Oui, écoutez, on avait un dossier volumineux par le nombre de procès-verbaux, d'expertise, et en même temps, j'allais dire, un dossier irrationnel, virtuel, un dossier en fait de mots, de paroles, où vérité et souffrance côtoient rumeurs et allégations. Ainsi, non seulement le juge d'instruction, mais tous les magistrats, les experts du dossier ont cru en la parole de Myriam Badaoui quand elle a désigné ces 13 co-accusés. En revanche, les jurés n'ont pas cru la même Myriam Badaoui alors qu'au cours du procès, elle les a innocentés. Autre parole au centre du dossier, on vient de le voir, c'est celle de l'enfant, parole d'évangile, crédible hier, sujette à caution depuis le procès d'Outreau. Alors au milieu de ce flot de paroles, eh bien, les jurés ont tenté, comme les magistrats, de s'y retrouver. D'où ce verdict ambigu qui sanctionne en partie, mais en partie seulement, l'instruction. Dominique Perben ne veut pas en rester là, il lance une réflexion sur l'après Outreau. Instruction, détention, expertise sont les 3 nouveaux chantiers, mais quelle que soit la réforme de demain, il reste le verdict qui est pour l'heure la parole de la justice, et comme certaines paroles, elle peut être blessante. Merci Dominique Verdailles. Il y a une semaine tout juste disparaissait Julie. Des traces de sang de l'adolescente ont été retrouvées dans la voiture de Pierre Bondin, surnommé Pierrot le Fou, ce multirécidiviste en liberté conditionnelle malgré un très lourd passé judiciaire, ce qui pose la question de la libération anticipée. Christophe Nédart, Jean-Pierre Pester. Nouvelle perquisition ce matin au domicile de Pierre Baudin. Il vivait dans une caravane depuis sa sortie de prison. Mercredi soir, il est arrêté ici. Dans sa voiture garée tout près, les enquêteurs ont découvert des traces de sang de Julie. Le repris de justice, quant à lui, a laissé ses empreintes sur le vélo de la fillette, découvert après sa disparition. Pierre Baudin. Moi, j'ai rien de fou, j'ai 3-4 métiers. J'ai travaillé 25 ans. J'ai père de famille, je suis pas violeur. Un multirécidiviste qui a passé 35 ans de sa vie en prison ou en hôpital psychiatrique, un homme dangereux. Quelqu'un qui commet des vols à main armée, qui commet un viol, qu'il a toujours protesté, qui commet des agressions de toutes sortes, j'estime que c'est quand même quelqu'un qui est dangereux. Pourtant, Pierrot le Fou a bénéficié d'une libération conditionnelle le 15 mars dernier. Il aurait dû sortir de prison en janvier 2005. Une décision prise par le juge d'application des peines. Pierre Baudin a été considéré comme un détenu modèle. Il n'a pas bénéficié des mesures d'accompagnement prévues pour les délinquants sexuels. Manifestement, la législation telle que nous avons dû l'appliquer était inadaptée à la personnalité de cet individu. Sur le terrain, les enquêteurs sont toujours à la recherche du corps de la petite Julie. Aujourd'hui encore, une 60aine de gendarmes ont ratissé les cours d'eau et les forêts à proximité du domicile de Pierre Baudin. Et venons-en à cette affaire. Celui que l'on appelle désormais le monstre des Ardennes a avoué 2 nouveaux meurtres. C'est demain que devraient commencer les fouilles au château de Donchery, où Michel Fourniret devrait indiquer lui-même les endroits où il a enterré les corps. Yann Fronty, David Fossard. Le château du Forestier des Ardennes n'a encore rien livré de ses sombres mystères. Ce matin, sous une pluie battante, aucune activité ou presque, sinon celle de gendarmes venus effectuer des rondes de reconnaissance sans faire aucune déclaration. Pas de commentaire. Qu'est-ce que vous êtes venu faire en fait? Pas de commentaire. C'est pourtant ici, au beau milieu de cette épaisse forêt qui s'étend sur des dizaines d'hectares, que Michel Fourniret a avoué hier soir avoir enterré 2 de ses victimes.
les enquêteurs belges et français qui se sont retrouvés cet après-midi au palais de justice de Charleville-Mézières cherchent toujours à savoir où précisément. D'ailleurs, ils partagent toutes leurs informations. Ce sont des policiers judiciaires qui travaillent sous la direction soit des procureurs, soit des juges d'instruction. L'originalité, c'est qu'ils sont soit français, soit belges, les Belges agissant en accord avec nous et réciproquement. 2 pays pour une affaire où il reste encore beaucoup de zones d'ombre. En Belgique, par exemple, les enquêteurs ont ressorti près de 250 dossiers de crimes sur mineurs non élucidés. Michel Fourniret pourrait être impliqué dans certains d'entre eux. Ce soir, les juges français et belges entourés de leur équipe mettent au point les derniers détails avant de lancer les opérations de recherche. Des recherches qui pourraient débuter dès demain matin à la première heure en présence de Michel Fourniret et de sa femme. Pour les familles des victimes, elles ne pourront commencer leur travail de deuil que lorsque le tueur en série sera passé aux aveux, mais aussi lorsque les faits viendront confirmer ses dires. Ces familles sont dans l'attente et dans l'angoisse. Jérôme Soulard. Froid, distant. Michel Fourniret, 62 ans, n'exprime apparemment aucun remords. Mais après un an de silence derrière les barreaux, accusé aujourd'hui par sa femme, il parle. Enfin. Il avoue ses crimes, ses viols, son attirance pour les jeunes filles. 6 victimes avouées hier, 9 aujourd'hui. C'est le cas d'Isabelle Laville, disparue dans un village près d'Auxerre. La famille espère toujours récupérer la dépouille de sa fille. Que la justice fasse rapidement les recherches pour retrouver le corps de ma fille et que cet individu soit rapidement jugé. Parce que ça fait 17 ans et je ne voudrais pas encore attendre 17 ans supplémentaires. En Belgique comme en France, bien d'autres meurtres et disparitions non élucidés vont occuper les enquêteurs. Céline Saison, Maniana Tupong, Elisabeth Brichet. Pour entamer ce deuil si difficile, les familles ont besoin de savoir comment leurs enfants sont morts. 14 ans après l'assassinat de sa petite fille, la maman de Natacha est aujourd'hui toujours inconsolable. J'aimerais bien qu'on le tue. Ça, il n'en prend pas d'autre. Parce qu'il va ressortir quoi, que ça va faire comme les autres. Il va ressortir dans 10 ans, il sera ressorti, il recommencera. Monsieur, vous reconnaissez combien de filles? En quelques heures, Michel Fourniret a tout avoué, mais la justice veut rester prudente, car le suspect n'a encore révélé aucune preuve formelle. Si sa perversité est aujourd'hui établie, sa culpabilité, meurtre après meurtre, reste à démontrer. Dans l'actualité de ce vendredi, le départ pour les grandes vacances, un départ qui devrait s'étaler sur plusieurs week-ends. Première vague aujourd'hui, avec une journée classée orange par Bison Futé. Demain, la journée sera classée rouge dans la moitié est de la France, avec du monde aux frontières et l'apparition des caravanes. Ce soir déjà, de forts ralentissements au sortir des grandes villes. Sur l'autoroute A10, comme sur d'autres grands axes routiers, les contrôles accompagnent les automobilistes sur la route des vacances. Des gendarmes particulièrement vigilants sur la surcharge des voitures, bien souvent à l'origine d'accidents. Christophe de Valembras et Stéphane Allérang. Au fil de l'après-midi, le trafic s'est densifié sur l'autoroute A10. Et ce ne sont encore que les prémices de ce premier week-end de grand départ en vacances. 174 sur voie rapide. Benoît, 174, lui là. Près de Châtellerault, les gendarmes surveillent déjà l'autoroute. Les excès de vitesse, bien sûr, même si ce ne seront pas les infractions les plus souvent relevées ce week-end. Ces week-ends de grand départ, on met vraiment l'accent sur les surcharges, les distances de sécurité, les ceintures, l'usage du portable. Donc vraiment les infractions qui sont les plus accidentogènes. Et donc la surcharge des véhicules notamment. Hop ! Ici, les gendarmes vont contrôler le poids d'une voiture de vacancier. Voilà, vous devez faire un poids total de 1850 kg, avec le chargement et les passagers à l'intérieur. Chaque essieu est pesé pour obtenir le poids total en charge du véhicule et vérifier qu'il ne dépasse pas la limite autorisée. Vous voyez beaucoup d'infractions pendant ces grands départs de vacances? Alors, effectivement, les départs en vacances entraînent ce genre d'infractions, puisqu'on veut toujours emmener toujours plus pendant les vacances. Donc nous trouvons effectivement pas mal de gens en infraction. Il faut savoir que sur le chargement influe sur le véhicule, sur les flancs du pneumatique, donc ça déforme le pneumatique. Ensuite, dans les virages, ce genre de véhicule peut être plus déséquilibré qu'un véhicule normal. Les contrôles de surcharge se poursuivront bien sûr demain dans la Vienne, avec en plus le renfort d'un hélicoptère, notamment pour vérifier le respect des distances de sécurité. Ces deux éléments sont parmi les plus accidentogènes lors de ces week-ends de grand départ. Et dans les gares, l'affluence des grands jours pour ce week-end où la SNCF prévoit 2 millions de voyageurs sur les quais à Paris. Virginie Tumortiki et Christian Gallet.
Il y avait les jeux de patience ou les adieux langoureux. Pour attendre leur train, les usagers ont désormais de nouveaux devoirs de vacances, étiqueter leurs bagages. Je vous invite à le faire assez rapidement. Mais je vais le faire parce que si vos bagages ne sont pas identifiés, vous savez ce qui risque d'arriver. Des étiquettes obligatoires pour toutes les valises dans les trains corail et les TGV. En échange, les compartiments à bagages sont de nouveau utilisables. Vous avez mis les étiquettes? C'est tout bon. La SNCF prend également ses précautions en cas de canicule. Les réserves de bouteilles d'eau sont doublées dans les gares et les trains. La climatisation est renforcée pour tenir le coup jusqu'à 40 degrés. Les contrôleurs à bord des trains ont été formés à réarmer la climatisation en cas de soucis persistants. Pas de surchauffe dans les trains, pas de surchauffe non plus sur les quais. Le week-end est annoncé rouge, 600 000 voyageurs sont attendus dans les gares parisiennes. Mais avec un départ toutes les 4 minutes en période de pointe, c'est plutôt tranquillement que les vacanciers prennent la route de la mer. Je vais me reposer pendant 2 mois et demi. Quelle chance, hein. Je vais faire de la plage, de la balade, de la randonnée, du kayak, plein de choses. Cérémonial oblige, il y a toujours les retardataires et les mouchoirs qu'on agite. La petite touche d'émotion indispensable au départ en grandes vacances. Le cœur battant, plusieurs centaines de milliers de candidats au bac se sont rués ce matin sur les listes affichées avec par ordre alphabétique leur nom et à côté la sentence ou la bonne nouvelle, admis, rattrapage à l'oral ou recalé. Nabila Tabouri, Yann Moine, Virginie Travers. Des lycéens qui décrochent leur bac, cela donne évidemment des cris de joie, des accolades d'anthologie et des petits malins qui ont pensé aux moindres détails. On l'a eu! Yes! Un minimum de 10 de moyenne pour obtenir son diplôme du premier coup. Dans ce lycée, parmi les 900 candidats au bac économique et social, certains ont encore du mal à y croire. C'est marqué admis. Comment ça se fait qu'on l'a? Les maths, c'est pas la peine. Les maths, on va calculer entre 2 et 4. Déjà, ça réduit un peu. Delphine aussi doit faire ses calculs. Courage. Parce que là, elle est révisée. Courage. Elle passe l'oral de rattrapage lundi. Elle a donc tout le week-end pour réviser, mais surtout bien choisir les 2 matières qui lui rapporteront le plus de points. Je vais devoir prendre, je pense, les maths déjà, parce que les maths et l'autre matière, je vois pas laquelle je pourrais prendre. S'ils ont beaucoup de points à rattraper, quand des matières à fort coefficient, où ils ont travaillé de façon à rattraper le plus de points possible, sachant que lorsqu'on a beaucoup de points à rattraper, c'est pas perdu d'avance. C'est bon? Ouais, c'est bon. Ah, bien joué. À Montpellier, c'est aussi le soulagement, et pas que pour les seuls candidats. Oui, très fière. Allez, parce qu'alors le stress, on l'a vécu aussi. Le bac en poche et l'esprit libre, beaucoup vont maintenant pouvoir enfin penser à autre chose. L'actualité à l'étranger où l'on revient en Irak sur les premières audiences de mise en accusation, celle du vice-premier ministre Tarek Aziz et de 10 autres dignitaires du régime de l'ancien dictateur. Chacun a été présenté séparément devant un juge du tribunal spécial irakien. Il s'agit d'hommes comme l'ancien conseiller de Saddam, surnommé Ali le Chimique, ou encore du cousin de Saddam Hussein. Le premier à comparaître était bien sûr, vous l'avez vu hier, Saddam Hussein, qui a refusé de signer son acte d'accusation. À Bagdad, adversaire et pro-Saddam commentait ce matin les premières images dans une ville où la guérilla a repris, comme le montre ce reportage de Martine Laroche-Joubert et Patrick Desmully. Bagdad se réveille ce matin dans le vrombissement des hélicoptères. Des roquettes viennent d'être lancées de ce camion vers 2 hôtels du centre de la capitale. Par chance, il n'y a pas de victimes. Nous avons au moins une voiture piégée ici. L'attentat a eu lieu sur une place très protégée de Bagdad, là où se dressait la statue de Saddam, en représailles peut-être à sa comparution télévisée hier. Un événement qui choque les fidèles de la mosquée d'Adamia dans le quartier sunnite de Bagdad, un lieu de prière sous surveillance des Américains. Saddam Hussein n'est pas n'importe qui pour répondre à un juge aussi jeune. C'est du théâtre, c'est une procédure illégale. Le vrai coupable, c'est Bush. Pour un musulman, un croyant, un Irakien, c'est une insulte et nous ne l'acceptons pas. Nous, à Adamia, nous gardons notre tête dans nos mains depuis hier. Nous voulons Saddam.
L'imam de la mosquée, lui, prononce sa prêche modérée. Il déplore seulement le chaos qui règne sur l'Irak. Autre atmosphère dans la banlieue chiite de Bagdad, Sadr City, opprimée du temps de Saddam. L'imam demande son exécution au plus vite. Saddam Hussein décrit son futur procès comme du théâtre, mais son apparition à la télévision ressemble pour la plupart des Irakiens à celle d'un acteur du passé. Les nouvelles menaces d'Al-Qaïda après une trêve de 3 mois, ces nouvelles menaces sont prises très au sérieux. C'est ce qu'a indiqué Jacques Chirac lors d'une conférence de presse conjointe avec Silvio Berlusconi qui était à Paris aujourd'hui. Nous sommes à un degré d'alerte qui est très important, a précisé le chef de l'État. Dans le reste de l'actualité, les petits commerçants font grise mine. La période des soldes trop précoce ne leur est pas favorable. Résultat très en demi-teinte pour la première semaine. En revanche, les grands magasins tirent leur épingle du jeu. Marion Pilas, Diane Richard. Une bonne affaire pour cette cliente, une affaire de plus pour cette enseigne parisienne. Cette année, pour les grands magasins, les soldes d'été ont démarré sur les chapeaux de roue. 10% de ventes en plus par rapport à l'année dernière. Tous les jours, nous sommes en progression par rapport à l'année, à la fois du nombre de clients et à la fois du panier moyen, ce qui fait que nous sommes sur des volumes plus importants que l'an dernier. Cette année, les soldes avancés de quelques jours ont permis aux grands magasins de faire le plein avant les grands départs en vacances, mais ce n'est pas le cas partout. Dans les boutiques des rues commerçantes, les rabais s'affichent en grosses lettres, mais les clients ne se bousculent pas. Il me semble qu'il y a des bons rabais, oui tout à fait. Là il y a moins 50, moins 70, il y a quand même des bons rabais. Peut-être pas partout. Hein. J'hésite parce que c'est encore cher pour moi, donc j'amène une opinion d'ami, d'être sûr que j'ai fait une bonne affaire. Résultat pour les petits commerçants, les ventes perdent de la vitesse et chutent entre 3 et 8% comparé à l'année dernière. C'est pas mal passé, mieux qu'on ne le pensait, mais par contre maintenant ça s'est un petit peu essoufflé. Les commerçants doivent se dépêcher d'écouler leur stock. Dans la plupart des régions, les soldes cette année ne durent que 4 semaines au lieu de 6. Mais pas d'inquiétude pour les vacanciers. Dans le sud, les soldes attendent leur arrivée. À Marseille, elles ne débutent que le 7 juillet. À retenir cette hausse du SMIC hôtelier de 11% et une 6e semaine de congés payés. Il s'agit en fait d'une contrepartie à l'aide à l'emploi donnée par l'État d'un montant de 1,5 milliard d'euros aux professionnels du secteur en attendant la baisse de la TVA. Toujours au chapitre social, les salariés de ST Microelectronics ont été déboutés par le tribunal de Nanterre. Ils demandaient la procédure d'annulation de leur licenciement économique. Du côté des étoiles, des chercheurs français révèlent qu'il y avait de la pluie sur Mars il y a 3 milliards d'années. Les explications de Nicolas Châteauneuf. Depuis le début de l'année, la planète Mars est l'objet de toutes les attentions. Mais cette fois-ci, la découverte ne vient pas de la sonde européenne Mars Express, ni des 2 robots américains Spirit et Opportunity, mais de Mars Odyssey, une autre sonde en orbite depuis 3 ans. En étudiant certains de ces clichés infrarouges, une équipe de chercheurs français a découvert ces minuscules vallées très ramifiées. Des vallées qui n'auraient pu être formées que par des périodes de pluie à la surface de Mars. Si on a l'eau qui arrive par au-dessus, par la précipitation, par des pluies, par des neiges, ça c'est un pays qui a eu un climat avec un cycle de l'eau et donc tout un climat différent, disons peut-être terrestre comme on a actuellement, avec une atmosphère plus chaude. Il y a 3 milliards d'années, Mars ressemblait peut-être à cela, une planète bleue comme la nôtre, avec ses océans et ses lacs. Mais nul ne sait combien de temps cela a duré. Aujourd'hui, l'eau a disparu de la surface, laissant derrière elle de formidables paysages chaotiques et désertiques. Mais grâce à la sonde Mars Express, il sera bientôt possible de savoir où est passée toute cette eau, peut-être dans les entrailles de la planète. Le Tour de France 2004 partira de Liège demain, parcours qui s'achèvera le 25 juillet sur les Champs-Élysées à Paris. Pour cette 91e édition, voici donc la carte du parcours qu'emprunteront les coureurs. On retiendra un contre-la-montre à l'Alpe d'Huez. On y attend le 21 juillet 1 million de spectateurs. Voyons maintenant dans quelle ambiance va démarrer la grande boucle. Tout faire pour que les histoires de dopage ne viennent pas abîmer la fête du sport. Julien Beaumont, Laurent Ciron. Sale temps pour s'entraîner. À 24 heures du départ, l'équipe fdjeux.com a préféré rouler au sec. 1 heure sans se mouiller, voilà de quoi faire envie au Rabobank. La formation allemande a reconnu les 6 km du prologue de demain, avec un seul souhait, que le soleil soit de retour vers 16 heures pour le départ du contre-la-montre. Super météo, mais j'espère que demain il fera meilleur.
Les 188 coureurs se sont ensuite reposés, laissant les mécaniciens effectuer les derniers réglages. C'est du réajustage, une modification de poignée pour l'aérodynamisme. Dans les rues de Liège, le Tour de France est devenu une habitude. C'est la 12e fois qu'il passe ici, on en viendrait presque à voir des maillots jaunes partout. Tous les hôtels de la région sont complets, on attend donc beaucoup de public demain, certains sont d'ailleurs venus de très loin. Mon mari et lui adorent le vélo et on est venu de Norvège pour voir Osvold, notre coureur national. Allez, on monte. Dernier préparatif dans la ville de Charlemagne. Un départ dans un contexte marqué par les affaires de dopage. Si la majorité des coureurs étaient dopés, il n'y aurait pas de course. Ça ne concerne qu'une minorité, voilà. Ce soir, concert spécial pour marquer l'événement. La municipalité tient à tout prix que la 91e édition du Tour reste une fête. Et ce Tour de France sera particulièrement convoité par Lance Armstrong. L'Américain a déjà 5 victoires à son actif. Son pari est très difficile car jamais encore aucun champion n'a dépassé le stade de ces 5 victoires. En route peut-être pour le record des records. Nous verrons. Nathanaël Dorinxin, Sylvain Daubard. Il a beau se montrer discret, un diable sur le Tour, ça ne passe pas inaperçu. Surtout cette année où Lance Armstrong tente de briser ce qu'on appelle ici la malédiction du 6e Tour. À moins de signer un pacte avec le diable, on n'entre pas comme ça dans la légende. Le mot légende est bien plus qu'un mot de cette lettre. C'est un grand mot et je ne suis pas sûr d'être prêt à parler de ça maintenant. La malédiction du 6e Tour existe depuis 1966. Cette année-là, Jacques Anquetil se fait voler la vedette par Lucien Aymar. Atteint d'une bronchite, Anquetil abandonne. Diabolique comme ce Tour 75. Eddy Merckx est en route vers la légende, mais un spectateur lui donne un coup de poing au foie. Quelques jours plus tard, Thévenet prend le meilleur sur le Belge. Merckx se classe 2e. Il était venu au Dauphiné, il n'était pas en très bonne condition physique, et là je l'avais battu au Dauphiné, donc ça avait changé la perception des choses, parce que ça m'avait donné l'idée que peut-être je pourrais gagner le Tour, que peut-être il était battable, que c'était plus un martien. Son 6e Tour, Bernard Hinault l'avait promis à Greg LeMond. En 1986, le Français tient parole et amène l'Américain en jaune à Paris. 10 ans plus tard, Indurain rêve à son tour de sommet, mais à 32 ans, l'Espagnol s'effondre dans l'ascension vers les arcs. Il termine à la 11e place. Aujourd'hui, Lance Armstrong va tenter de décrocher sa lune en devenant le premier homme à remporter 6 Tours de France. Il est au départ, il est en bonne condition, il a autant de chances que les autres de gagner. Et dire qu'il y a une malchance, ça on le saura vraiment à la fin du Tour, pas avant. Heureusement pour lui, l'Américain n'est pas superstitieux. De toute façon, pour briser la malédiction, Armstrong devra surtout se méfier des diableries de ses adversaires. Autre événement sportif est toujours en direct sur notre chaîne. C'est dimanche que se déroulera la finale de l'Euro 2004. La Grèce a donc fait plier les Tchèques, qui étaient pourtant largement favoris. C'est la première fois que la Grèce ira en finale de l'Euro. Christophe Duchéron. En Grèce, au Portugal, partout dans le monde où il y a des Grecs fans de foot, il y a des feux qui s'allument. Non pas pour faire griller des saucisses, mais pour fêter les grands soirs de victoire. C'est tout compte fait un drôle de pays, la Grèce. Ses dieux antiques, ses demi-dieux modernes, ses footballeurs sortis vainqueurs des demi-finales. Depuis le début de l'Euro, de surprise en surprise, les Grecs ont fini par surprendre tout le monde. Les Portugais, les Français et les Tchèques, qui portaient pourtant le costume blanc des favoris, ce qui n'aide en rien à envoyer le ballon au fond des filets, la preuve. À l'issue de la première prolongation, une fois hélas pour les Tchèques, le Grec Delas marque de la tête le but en argent 1-0. Delas, son univers impitoyable. La Grèce en finale, c'est inattendu, c'est miraculeux, c'est délirant et c'est navrant. Surtout pour une chaise en plastique injustement massacrée sur l'autel de l'enthousiasme. En tribune, les Tchèques ont des larmes qui brillent au fond des yeux, des visages bien tristes et des regrets. Leur équipe en finale, ils y croyaient. Mais 2004 est sans conteste l'année de la Grèce et des Hellènes. Tout le monde attend les Jeux d'Athènes et la fin du chantier olympique. En revanche, personne n'attendait les footballeurs grecs en finale du championnat d'Europe et ils y sont. En somme, tout le contraire de notre brillante équipe de France qui se voyait en finale et qui n'y est pas.
La nouvelle nous est parvenue en fin de soirée. Elle touche au cœur des millions d'admirateurs. Marlon Brando est mort. Il avait 80 ans. Monstre sacré du cinéma, inoubliable dans un tramway nommé Désir, dans Le Parrain ou encore sur les quais. Si souvent récompensé, Marlon Brando avait un magnétisme incomparable, un physique de mauvais garçon entre ange et démon. Il laisse une place désespérément vide. Olivier Lenza. Le désir, gravé pour l'éternité. That's good enough. Now will you turn your head for us? Sure. Around the other way. This screen test was made in 1947. Idole d'une génération, symbole de la rébellion, de l'anticonformisme, du don total de soi à son art. Un tramway nommé Désir fait de Marlon Brando une star, suscitant un élan qui connaît un point culminant avec Sur les quais. Ne soutenez pas, alors ça va? Vous m'avez mis debout? Oui, tu es debout. Une composition récompensée par un Oscar pour un élève surdoué de l'Actor Studio. Lui, Brando, expulsé du lycée, renvoyé de l'école militaire où ses parents alcooliques l'avaient confiné. Lui dont la seule université fut ses séjours en Europe, notamment en France. On n'est jamais satisfait dans la vie, je crois. Toujours il y a les comment on dit? Désappointement. Désappointement dans la vie. Et c'est difficile pour dire, oh oui, j'ai tellement satisfait. C'est impossible. L'acteur et le politique. Il participe au mouvement des droits civiques, critique l'Amérique, le sort réservé aux Indiens. Cérémonie des Oscars 1973. Une jeune Apache monte sur scène, annonce que Brando refuse sa récompense. Le trophée censé saluer son interprétation de Don Corleone. I never wanted this for you. I worked my whole life. I don't apologize to take care of my family. And I refused to be a fool. Le parrain, trahi par la famille. L'amant de sa fille est tué par son fils. Marlon Brando, un homme brisé, se retire du monde. L'horreur. L'horreur a un visage. Des rôles qui épousent une vie. Avec le parrain, le monde découvre que le mythe Brando est un homme vieillissant. Un critique écrit « Du spectacle d'une légende montrant une telle humanité ressort une mélancolique dignité. Brando s'était volontairement détourné de son art, lui qui rêvait d'un royaume paisible. » Le début des festivals de l'été avec cette première édition de Films sous les étoiles, du cinéma en plein air sur le thème de l'épopée napoléonienne. Marie Jojouan, Virginie Travers. Rendre à Napoléon ce qui est à Napoléon, le parc de Saint-Cloud par exemple, où il fut nommé empereur il y a 200 ans, et se distraire de son histoire. C'est le but avoué de ce nouveau festival. Vous êtes un chien sans maître. Mais avant la projection, pour se remettre dans le bain, des comédiens en goguette jouent en décalé quelques scénettes de l'épopée du Corse le plus célèbre de l'histoire. Réactions diverses, le tout c'est de participer. L'habit fait même le moine. Je remonte le temps. Et Napoléon était quand même un guerrier quand même au départ, non? Un don Juan peut-être. Tandis que l'écran se monte sur les pelouses autrefois foulées par l'empereur, le public est invité à pique-niquer en attendant la nuit. De nouvelles zones du parc ont été ouvertes pour l'occasion. La convivialité est le mot d'ordre de ce festival qui s'annonce familial et instructif. J'ai pas appris à l'école trop Napoléon, donc j'aime un peu ça, comme ça je vais un peu apprendre. La nuit venue, les témoins de pierre de l'histoire semblent reprendre vie grâce à la magie du cinéma. Voilà une nouvelle façon de mettre en valeur le patrimoine national. Il
faut étonner les spectateurs. Beaucoup de gens connaissent le parc de Saint-Cloud comme un des grands parcs nationaux dessinés par le nôtre. Et il faut créer des événements qui les surprennent et qui leur font découvrir le parc autrement. Napoléon d'Abel Gance, Adieu Bonaparte de Youssef Chahine, Les Duellistes de Ridley Scott, à raison de 2 films par soirée, le parc de Saint-Cloud va retrouver jusqu'au 4 juillet un peu des fastes de l'Empire. Danny Briand vient de sortir un nouvel album, Jazz à la Nouvelle-Orléans. Après 2 ans de silence, il est allé enregistrer aux États-Unis un hommage à Frank Sinatra. Olivier Lenuzza, Mathieu Brirten. Le petit journal Montparnasse à Paris. Un club qui fleure bon le jazz. On installe les couverts. Au menu ce soir-là, un dîner-concert. À l'heure du dessert, le crooner apparaît. Si j'avais la clé de ton âme, je viendrais pour te libérer. Je t'ai cherché dans chaque femme et je veux apprendre à t'aimer. Danny Briand dans son quartier à Saint-Germain-des-Prés. À 19 ans, étudiant en médecine, il abandonne ses études, apprend à chanter entre 2h et 5h du matin. L'école des cabarets, des terrasses de café. Le jazz, c'est une musique qui s'écoute dans l'instant. Vous voyez, c'est Sartre qui disait le jazz, c'est comme les bananes, c'est à consommer sur place. C'est-à-dire que c'est une musique, c'est même pas une musique qu'on écoute sur des disques. On devrait toujours les écouter à la faveur d'un petit endroit, d'un petit club de jazz où les gens sont très très proches de nous et on leur donne la musique comme ça, on ressent ce que les gens ressentent. Un dernier regard sur les charmes de la capitale avant de s'envoler direction la Nouvelle-Orléans, le berceau du jazz. Là-bas, Briand se sent chez lui. Aux États-Unis, l'artiste enregistre son 6e album avec un big band. Un orchestre essentiellement composé de cuivre, un rêve de gamin. Ma génération aimait Michael Jackson, et enfin des vies comme ça. Et à l'époque, quand je disais que j'aimais Sinatra ou Nat King Cole ou Billie Holiday ou Ella Fitzgerald, les copains de ma classe me prenaient un peu pour un extraterrestre. C'est une musique qu'on ne connaissait pas. Et moi, c'est une musique qui m'a toujours habité. Il vend des centaines de milliers de disques, se produit d'ordinaire dans les plus grandes salles. Le temps de quelques concerts, Danny Briand a regoûté à l'ambiance d'un petit club. Avec, en lui, toujours présent le désir du débutant, séduire les dames assises au premier rang. Les obsèques de Georges Decaune qui se sont déroulées à La Rochelle aujourd'hui. La famille du journaliste qui est décédé lundi à l'âge de 85 ans, ses proches et des anonymes étaient présents à la cérémonie. Et puis ce matin ont lieu à Paris les obsèques de Marcel Julien, éditeur. Il fut ensuite président de notre chaîne. Il était également scénariste à grand succès comme La Grande Vadrouille. Parmi ses amis, Jacques Chancel, Bernard Pivot, Cavada ou Charles Aznavour. Ainsi se termine ce journal. Tout de suite la météo présentée par Nathalie Riouet, puis le point route Valérie Maurice, 20h55 PJ, 0h45 le dernier journal, Jean-Claude Renaud. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver demain dès 13h. Je vous remercie de votre attention. Excellente soirée sur France 2. Les petits chiens sont réputés pour être pleins de vie, mais aussi pour être difficiles. Alors au Centre Pédigré, nous avons créé une recette spécifiquement pour eux. Équilibre et saveur.